Et soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h et on vous attend, vous le savez, au 0826 300 300, ça sera comme ça tout au long de l'été, le temps de laisser à certains de prendre des vacances méritées. Voilà, 0826 300 300 pour réagir à tous les sujets qu'on a évoqués, mais tous ceux qui vous intéressent aussi, Augustin. Et le sujet qu'on évoque tout de suite, c'est la démocratie autrement, c'est le titre du livre de Franck Escoubès, co-auteur de ce livre aux éditions de l'Observatoire, mais vous êtes aussi cofondateur de Bluenov, une entreprise de consulting, et on va en parler pour comprendre un petit peu mieux cette notion d'intelligence collective de masse. Bonjour. Bonjour à vous Franck Escoubès et merci effectivement d'être avec nous. Voilà ce livre, La démocratie autrement. Alors passionnant parce que nos auditeurs sur Sud Radio ont souvent eu envie de s'exprimer pour dire on nous entend pas, on ne nous écoute pas. Mais moi j'avais d'abord une première question après la lecture de ce livre. Je veux savoir ce que vous aviez ressenti parce que il est sorti en mois de mai. Oui. Quand vous avez vu le taux d'abstention record aux élections régionales, parce que vous décrivez au début de votre livre une démocratie malade, une démocratie qui est en panne. Mais quand vous lisez et quand vous voyez ce score colossal d'abstention, qu'est-ce que vous vous dites ? Oui, un score abyssal d'abstention, taux d'abstention abyssal. On ne peut pas être surpris dans un contexte démocratique tendu, difficile, où le débat public est presque devenu impossible du fait d'une très forte polarisation de ce débat, d'une très forte fragmentation de ce débat. Dans le livre, on défend un petit peu cette thèse consistant à dire que ce n'est pas uniquement une crise de la représentation et une crise de confiance envers le personnel politique. C'est une crise beaucoup plus profonde que vit la démocratie. Et on la qualifie de crise cognitive, c'est-à-dire qu'il est devenu très difficile pour un citoyen aujourd'hui d'exercer un raisonnement démocratique. C'est-à-dire ? L'accès à l'information est devenu extrêmement compliqué. À la fois, et je suis dans un média aujourd'hui... c'est étonnant ce que vous dites, parce qu'on n'a jamais été autant informé. Le citoyen n'a jamais eu autant accès on est surinformé, mais on est mal informé. C'est-à-dire qu'on n'est pas informé sur les tenants et les aboutissants d'un problème social ou sociétal complexe. Il est extrêmement difficile de restituer, et vous êtes bien placé pour le savoir en tant que média, extrêmement difficile de restituer dans sa complétude une information de manière à ce que le citoyen puisse exercer un raisonnement. Avec l'accélération d'informations continues, avec les réseaux sociaux qui fragmentent considérablement l'information, et je dirais même avec l'Internet qui ne rend pas un fier service à l'information en découpant, en désagrégeant l'information au travers des moteurs de recherche de Google. Donc tout ça rend... l'accès à l'information extrêmement complexe, et quand on rajoute à ces phénomènes une très forte culture de la confrontation et du clash, à la fois sur les plateaux télé, mais aussi dans les réseaux sociaux, ça rend l'accès à l'information et le raisonnement démocratique quasiment impossible. Vous dites alors dans votre livre notamment donc ce désamour qu'on peut constater dans les chiffres avec notamment l'abstention, ça c'est un élément très révélateur, mais que les raisons sont multiples de ce désamour, mais il y a quelque chose de très important, c'est de faire revenir dans ce champ de discussion les exclus du débat démocratique. On pense aux jeunes, on pense aux classes populaires. Pourquoi en sont-ils partis et comment les faire revenir ? Alors, on fait le constat depuis la crise des Gilets jaunes, et on le faisait déjà avant, de ce qu'on a appelé les invisibles de la République, c'est-à-dire ceux qui sont exclus de la parole politique et de la réflexion politique parce qu'ils ne s'expriment jamais. C'était bien disons la doléance des Gilets jaunes. On a vu pendant la crise sanitaire ce qu'on a appelé la première ligne, la deuxième ligne, qui étaient également des exclus de la parole citoyenne. Et puis on a aujourd'hui ce phénomène de désaffection des jeunes pour la politique, ou je dirais plus précisément, les jeunes peuvent s'intéresser à la politique, mais ils s'intéressent sur leurs propres médias, sur leurs propres canaux d'expression et avec leur propre vocabulaire. Oui. Alors je rappelle que vous pouvez nous appeler et réagir aussi, en tous les cas donner votre avis sur ces questions-là au 0826 300 300. Franck Escoubès, dans votre livre, ce qui est important aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous déconstruisez des idées reçues, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a deux parties de la démocratie qui ne se
comprennent pas, ceux qui veulent débattre tous ensemble et construire ou co-construire, et puis ceux qui en ont peur de ça. Donc vous déconstruisez les idées reçues, ce qui est très important, parce qu'on pourrait penser que finalement la solution est au bout du chemin finalement. Oui, et l'idée reçue principale qu'on cherche à déconstruire, et c'est un parti pris du livre, c'est de dire que tout le monde doit systématiquement être consulté sur tous les sujets dans une logique de démocratie participative. Et on pense que ça n'est pas le cas. On pense qu'il faut consulter en amont pour comprendre quels sont les problèmes de nos concitoyens, mais dès lors qu'il s'agit de co-construire des politiques publiques, on est de l'avis que il ne faut pas s'adresser à tous les citoyens, il faut s'adresser à ceux que l'on a qualifiés dans l'ouvrage d'experts profanes. Ces experts profanes ont une double caractéristique. Ce sont des citoyens qui soit sont très affectés par un problème, et donc ont développé un intérêt pour le problème en question parce qu'ils sont directement impactés, soit ont une compétence de par leur métier, leurs activités professionnelles ou extra-professionnelles. Et quand on fait le décompte de ces experts profanes sujet par sujet, on se rend compte qu'ils sont extrêmement nombreux. On est tous individuellement expert de quelque chose, parce qu'on est expert de sa propre vie déjà, pour commencer, expert de sa propre vie, général. On le sait depuis notamment, et on le savait bien avant, mais on en a beaucoup parlé au début des années 90 avec le phénomène de la génération SIDA et l'association ACT UP, qui réunissait des malades du SIDA qui, parce qu'ils étaient les premiers concernés, les premiers impactés, avaient développé une compétence extrêmement forte et extrêmement fine sur la maladie qui les affectait, bien plus précise que celle des médecins. Oui. Et cette notion d'expertise profane, elle part de là. Et c'est une petite révolution dans le monde de la démocratie participative, parce que ça veut dire que demain, on doit se poser la question de savoir comment identifier ces experts profanes autour d'une politique publique, et ça interroge ou réinterroge peut-être la manière dont a été organisée la Convention citoyenne pour le climat. Oui, ou le grand débat. Alors, le grand débat était en tant que tel, techniquement, une consultation et non pas un débat. Il n'y a pas eu réellement de débat dans le grand débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange croisé entre les citoyens. Il y a eu des citoyens qui, individuellement, ont exprimé leurs attentes, leurs préoccupations et leurs souhaits de réforme. Mais sans qu'il y ait véritablement de délibération collective, ou assez rarement. Ça s'est produit dans quelques réunions d'initiatives locales, mais le gros de l'expression citoyenne pendant le grand débat national représentait ce qu'on appelait dans le livre la phase vraiment amont, qui est la phase de consultation individuelle. Ouais. La co-construction des politiques publiques, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on l'a vu dans la Convention citoyenne pour le climat. On a réuni 150 citoyens tirés au sort. On pourra revenir sur le caractère représentatif de ce tirage au sort, de ce qu'on a appelé la France en miniature. Mais ces 150 citoyens se sont réunis pendant 18 mois, à temps plein. Pendant une dizaine ou une douzaine de week-ends. C'est un énorme travail. Et en ce sens, on reconnaît qu'il y a là une très bonne intuition qui consiste à dire la conception des politiques publiques, c'est un travail. Mais fallait-il le confier à des citoyens tirés au sort, ou fallait-il le confier à des experts profanes? C'est la question qu'on pose. Allez, vous nous appelez au 0826 300 300. On est avec vous, Franck Escoubès. Vous co-signez avec Gilles Proriol aux éditions de l'Observatoire. La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Et on verra aussi la question qui se pose sur qui doit décider à la fin, au bout du bout. Parce que ça aussi, c'est des questions qui font parfois peur, qui interrogent et qui nous amènent à penser autrement. Voilà, la démocratie autrement, justement, c'est sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h avec notre invité et avec vous au 0826 300 300. Et vous prenez la parole au 0826 300 300. On est toujours avec Franck Escoubès. Vous co-signez avec Gilles Proriol, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. C'est aux éditions de l'Observatoire. Avant la pause, on évoquait la question qui arrive au bout de tout processus de discussion démocratique. C'est il faut prendre une décision. Qui décide? Comment on décide? Comment ça se passe? Quelle est la meilleure des solutions finalement? Parce que c'est ça qui fait peur. Il y a beaucoup de gens qui disent mais moi j'ai besoin d'avoir un chef, quelqu'un qui prenne des décisions.
Alors, ce qu'on observe, c'est que lorsque la décision est imposée par une autorité suprême, ça passe très mal. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On est en plein débat sur le pass sanitaire, etc. Ce genre de décision, on sent bien qu'on est au cœur du sujet là aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est en fait une nouvelle dynamique qu'on a appelée la négociation collective. C'est-à-dire une négociation qui réunit à minima 3 parties prenantes, les élus, les experts et les citoyens. Il ne faut pas que les citoyens soient absents de cette négociation participative ou de cette négociation collective. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. Les négociations se font avec des organismes intermédiaires, que sont les syndicats, que sont les organisations issues de la société civile structurée, mais pas les citoyens. Il faut qu'ils en fassent partie. Donc, premier élément, négociation collective entre, à minima, ces 3 parties prenantes, les élus, les experts et les citoyens. Deuxième élément, c'est de considérer que la décision, elle ne doit pas, entre 2 scrutins, s'exprimer au travers du référendum. Nous, on pense, à contrario, que le référendum doit être une parfaite exception dans la vie démocratique, parce que c'est un outil qu'on qualifie de bazooka dans le livre, et qui est un outil extrêmement risqué. Vous dites, alors on va parler du RIC, c'est un sujet qui revient ce soir, mais vous dites c'est quelque chose qui est contre-productif. Comment vous le qualifiez plutôt, le RIC ? Je le qualifierais de démagogique, c'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui dans la vie politique, avec la complexité que cela induit, tous les matins imaginer un scrutin référendaire sur des questions qui sont souvent extrêmement complexes, et on l'a vu avec le péché originel du référendum qui est en 2005 le référendum sur la Constitution européenne. On l'a vu avec ce qu'on peut qualifier d'impensé démocratique avec le Brexit, sur un sujet extrêmement complexe. On pense que le référendum doit encore une fois rester une parfaite exception, et que la plupart des problèmes extrêmement techniques qui sont multidimensions, et ça concerne aussi la transition écologique, et peut-être l'un des problèmes les plus complexes qu'on puisse imaginer, ça doit échapper à cette logique de référendum, ou en tout cas ça doit échapper à la logique de référendum, tant qu'on n'a pas trouvé les clés pour former, informer, sensibiliser et faire un acte de pédagogie de manière extrêmement radicale l'ensemble des citoyens. Et ça paraît complexe de le faire sur des sujets tels que ceux que je viens de mentionner. En revanche, on pourrait imaginer assez rarement, mais on pourrait l'imaginer, mobiliser par le biais référendaire nos citoyens sur des questions qui relèvent davantage de l'intime, des valeurs profondes. Par exemple, on pourrait probablement imaginer un référendum sur l'euthanasie ou sur la fin de vie, sur des questions qui nous touchent personnellement et qui n'ont pas tant de répercussions techniques ou politiques ou juridiques que cela. C'est une question d'éthique, et l'éthique ne peut pas être imposée. Ça touche à l'intime, oui. Ça touche à l'intime, et c'est davantage compréhensible. Allez, on va tout de suite au 0826 300 300. Il y a un appel de Marie qui nous appelle de Mimizan. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Christine, bonjour votre invité. Bonjour. Alors, deux choses. D'abord, la première chose, c'est Dupond-Moretti, il est mal embarqué. Bon, aucun Français ne dira que... Son comptable a mal rempli sa déclaration d'impôt, c'est ça que vous voulez dire, Marie, j'imagine? Non, mais surtout, sa mise en examen est probable le 16 juillet, avec 3 syndicats de magistrats contre lui, plus l'association Anticorps. Il est fini, mais surtout, Monsieur Macron, le président Macron ne le sauvera pas, parce que en faisant descendre Marine Le Pen, il a fait monter Xavier Bertrand, et ça embête un peu Macron, excusez-moi. Bon, première chose. Et deuxième chose à votre invité, d'abord, sur les 110 propositions qu'ont fait la commission citoyenne, j'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup qui ont été mise en application. Et d'autre part, sa proposition sur l'euthanasie, je crois qu'il peut rêver, pour la simple raison que je vais vous dire, c'est que la majorité des EHPAD est privée, ils ont besoin d'argent et ils ont besoin de ces gens. Voilà, merci. Merci Marie pour commentaire, et on va voir la réaction aussi de ce que dit Marie. Ça s'entend aussi également.
Oui, alors sur la convention citoyenne, c'est une réalité. Ça a été vraiment quelque chose qui a été quand même, on va dire, dénoncé. Qu'il y ait des propositions, qu'on allait les prendre. Finalement, on n'en prend pas toutes. Voilà. La grande interrogation, c'est de savoir pourquoi, au départ, il y a eu cette promesse. Parce que cette promesse de sans filtre, cette promesse consistant à dire on va prendre pour argent comptant les recommandations citoyennes et les transformer en projet de loi ou en ordonnance, c'était au départ une promesse très étonnante pour les observateurs de la démocratie que nous sommes. Parce qu'on sait que ça n'est pas possible pour un collectif de citoyens qui ne dispose pas d'une légitimité démocratique d'être transformé en député de fait. Et de bénéficier de ce qu'on appelle un mandat impératif. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable, premier élément. Deuxième élément, c'est probablement une erreur de compréhension de ce que la participation citoyenne doit vouloir dire. La participation citoyenne, ça n'est pas un processus dans lequel le citoyen se transpose en expert en rédaction de projet de loi. Il serait bien plus pertinent, il aurait été bien plus pertinent de faire ce qu'ont fait les Anglais. Il faut savoir que les Anglais ont fait une convention citoyenne pour le climat exactement en même temps, dont personne n'a parlé en France. Qui a fonctionné comment ? Qui a fonctionné sur un tirage au sort de même nature, 108 citoyens britanniques qui se sont réunis, mais qui ne se sont pas réunis pour définir des mesures qui auraient force de loi. Ils se sont réunis pour définir les grands principes de l'action gouvernementale. Les grands partis. Ils ont fixé le cadre. Le cadre à respecter. Pour pouvoir avancer sur ces questions absolument. du ce climat. sont 25 grands principes qui ont été édictés par les citoyens. Ouais. Et ces citoyens ont encadré l'action gouvernementale. Intéressant. Merci Marie de nous avoir appelé. Et tout de suite, nous sommes avec Jean-Noël qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde et merci pour ces émissions sur Sud Radio qui sont vraiment formidables. Je voulais intervenir au sujet du pass sanitaire obligatoire ou pas et rappeler que en fait, ce qu'on appelle le vaccin, faire un pass sanitaire obligatoire, cela revient à dire un test obligatoire. Parce que ce que l'on appelle les vaccins d'aujourd'hui, là, contre le Covid, eh bien, ont des autorisations provisoires de mise sur le marché sous réserve qu'il y ait un traitement. Donc cela revient à rendre un test obligatoire. Il faut savoir aussi que lorsque l'on participe à un test et que l'on a des assurances, assurance vie ou assurance de perte d'activité, perte de finance à cause d'activité, eh bien les assurances ne fonctionnent plus. Voilà. Donc vous êtes opposé à ce pass sanitaire, en tous les cas son extension, c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous auriez aimé, parce que c'est notre débat aussi en ce moment avec notre invité Jean-Noël, est-ce que vous auriez aimé être consulté sur ces questions-là de la vie d'après avec le Covid, sur comment on va vivre tous ensemble? Alors, vie d'après, oui. Alors je dis vie d'après parce que c'est pas fini, visiblement, mais... Oui, bien sûr, parce que j'aurais bien des choses à dire là-dessus. Mais je voudrais d'abord dire une chose avant tout. Puisque je m'exprime sur la question, je tiens à déclarer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Et ce qui m'embête, ce sont les radios telles que la vôtre qui se vont être beaucoup plus vraies, en fait, c'est que lorsque vous invitez des médecins, des spécialistes dans le domaine médical, ils ne déclarent pas s'ils ont des conflits d'intérêt. Et ce qui fait que lorsque j'entends des spécialistes qui ne déclarent pas leur conflit d'intérêt, s'ils en ont toutefois, eh bien je sais déjà que leur parole peut être mise en doute. Oui, c'est toute la question. Merci beaucoup Jean-Noël, on est un petit peu pris par le temps, mais on vous souhaite une belle journée à l'écoute de Sud Radio. Franck Escoubès, vous entendez ces doutes, ces questionnements, ces besoins de transparence, d'aller au bout des choses. C'est urgent de se pencher. Il y a un débat qui s'ouvre, je crois, sur comment rendre la démocratie plus dynamique pour que les gens retournent voter. C'est urgent. Oui, absolument, et surtout dans un contexte où on sort d'un tunnel démocratique qui dure depuis 18 mois, c'est-à-dire un moment très spécial de notre vie collective dans lequel les citoyens n'ont pas du tout été sollicités. C'est vrai. Pendant la crise sanitaire. La seule élection, c'était les régionales. Et les départementales. Voilà, absolument. Et au tout début, les municipales. Mais on a bien senti que la tête était ailleurs, le cœur était ailleurs. Et singulièrement, les préoccupations étaient ailleurs. Donc, il faudra s'interroger
a posteriori sur comment se fait-il qu'on ait pu accepter collectivement d'être totalement affranchi du débat public pendant ces 18 mois de traitement de la crise sanitaire. Je ne suis pas en train de dire, parce que ce serait très démagogique de le faire, qu'il aurait fallu remplacer le conseil scientifique par un conseil citoyen qui miraculeusement aurait compris mieux que les scientifiques les dynamiques de viralité du Covid. Je suis en train de dire que sur certains moments bien particuliers de la vie collective qui avaient un impact sur certaines des libertés les plus fondamentales, comme le fait d'aller au chevet de ses parents à l'hôpital, comme le fait d'honorer ses morts, d'honorer ses défunts. Et l'interdire correspond selon moi à la pire à la plus grave des interdictions presque spirituelles. Je pense que le mutisme et le silence des citoyens a été à ce moment-là incompréhensible. Merci infiniment. On aurait pu continuer encore un bon moment parce qu'on avait d'autres choses à voir sur l'après, à partir de 2022, mais même au-delà, comment réinventer finalement la démocratie. Je rappelle le titre de votre livre, Franck Escoubès, avec Gilles Proriol, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. C'est passionnant, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ça peut servir tout le temps, en fait, à tous les moments de la vie quotidienne. Merci d'être venu sur Sud Radio. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve surtout demain dans un instant, Augustin. Dans un instant, Jacques Pessis qui recevra un invité de marque, un ancien skieur acrobatique, Edgar Gros-Piron. De Boss, pardon. Ah, vous êtes trop jeune pour l'avoir vu, effectivement, au JO d'Albertville. Et on a parlé démocratie, on a parlé transparence aussi. La transparence, c'est de vous laisser réécouter cette émission sur YouTube et sur sudradio.fr en podcast.